bonjour à tous. Merci d'être là. Je vous invite à mettre vos écouteurs pour écouter la conférence et m'entendre correctement. Donc, je suis Stéphane Astier, je suis avocat à la Cour depuis une vingtaine d'années, spécialisé dans les questions liées aux droits du numérique et de la propriété intellectuelle. Et aujourd'hui, je vais vous proposer de faire un petit tour d'horizon sur une nouvelle réglementation qui est l'AIA Act, réglementation européenne qui fait partie d'un bloc, d'un ensemble de textes que le législateur européen a enclenché pour accompagner l'innovation dans son ensemble. Et on va voir justement ce que ça implique. L'objectif de cette présentation, c'est déjà de potentiellement générer des questions. Je suis là pour y répondre, bien sûr. On pourra vous passer le micro et en discuter en fin de présentation, avec une approche qui sera non pas pure technique juridique, je tiens à vous rassurer pour ceux qui ne sont pas juristes, mais vraiment orientée entrepreneur, que l'on soit du côté de l'entreprise cliente d'une solution d'intelligence artificielle, ou que l'on soit du côté, bien sûr, d'un fournisseur de solutions d'intelligence artificielle, pour évoquer tout simplement les questions qui se posent, quelles sont les règles, bien sûr, et les contraintes applicables, et puis d'avoir quelques actions, quelques astuces, quelques règles intéressantes à explorer. Alors, pour préparer cette présentation, déjà la première chose, je pense qui est intéressant, c'est de voir un petit peu le point de vue, l'IA et vous. Aujourd'hui, quand on se place dans les chaussettes d'un entrepreneur, et c'est mon cas, se pose la question de savoir quelle est la vision de l'IA dans le maelstrom actuel, médiatique, lié à l'intelligence artificielle, tout ce qu'on entend avec les discours ultra anxiogènes, on va tous mourir à cause de l'intelligence artificielle qui va disrupter tous les systèmes, remplacer tous les métiers, et inversement, toutes les tendances qui tendent à faire de l'intelligence artificielle ce qu'elle n'est pas, c'est-à-dire le nouveau miracle qui va tout changer positivement dans nos différentes sociétés. Donc, l'IA et vous, j'ai tout simplement fait cet exercice de regarder un petit peu quels étaient des témoignages d'entrepreneurs dans différents secteurs, que ce soit le secteur de la médecine, le secteur de l'entreprise, la PME, le secteur du droit et le secteur technologique. Et on retrouve dans ces différents témoignages plusieurs questionnements, plusieurs craintes qui se révèlent. Déjà, la première chose, c'est la perte du contrôle humain. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans le secteur médical. On se pose la question de savoir si demain, l'intelligence artificielle dans les analyses, par exemple, d'imagerie médicale, dans les diagnostics, remplacera l'humain, remplacera la vie médicale. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle est largement déployée dans le secteur de la santé, mais comme assistance à la décision du médecin qui reste le dernier décideur. On voit également dans le secteur marketing naître des difficultés sur des biais de l'intelligence artificielle qui sont générateurs de discrimination. Ça a été le cas aussi au niveau RH. C'est l'exemple qu'on donne ici avec des outils d'intelligence artificielle qui sont utilisés par exemple pour faire la sélection de CV et qui ont été abandonnés parce que biaisés dans leur conception, dans leur apprentissage et qui ont généré de la discrimination en ne retenant par exemple que des CV masculins, en écartant toutes les femmes, et on peut aller encore plus loin. Il y a eu d'autres cas notamment aux États-Unis qui vont sur la couleur de peau, sur les consonances de votre nom de famille ou ce genre de choses. Donc, le biais de l'intelligence artificielle, les questions de discrimination, c'est un vaste sujet, c'est un vaste débat parce qu'aujourd'hui, la réglementation s'attache à réguler l'apprentissage et la manière dont sont conçus les différents systèmes d'intelligence artificielle pour justement écarter ces biais, les éradiquer. Il y a quand même un problème là-dedans, c'est que l'humain est perclus de biais, on est tous biaisés, et l'intelligence artificielle, jusqu'à preuve du contraire, est créée, paramétrée par des humains. Là, on va retrouver un point de difficulté sur la régulation qui va quelque part essayer de gommer l'imperfection humaine dans l'apprentissage et le paramétrage des systèmes d'intelligence artificielle. Autre question qui ressort des témoignages, c'est la dilution des responsabilités. C'est-à-dire qu'on va le voir tout à l'heure, puis peut-être des exemples que vous trouverez également. C'est la question de qui est responsable d'une erreur pondue par notre ami ChatGPT ou une autre intelligence artificielle. Pour reprendre l'exemple du secteur médical, se pose la question de savoir, c'est un exemple que je donne souvent à mes étudiants, demain, vous avez votre enfant qui a une maladie incurable, vous devez
absolument prendre un choix déterminant pour tenter de sauver cet enfant, votre enfant, et vous avez un choix à faire. Et suivant le choix, votre enfant peut mourir. Et ce choix, c'est faire appel à une intelligence artificielle dont vous savez que statistiquement, cette intelligence artificielle a 98% de chances de vous donner le bon diagnostic, ou de faire appel au plus grand spécialiste, au plus grand chercheur, qui lui n'aura que 88% de chances de vous donner le bon diagnostic. Posez-vous cette question qui est assez vertigineuse et qui nous renvoie en fait à notre condition. Et vous verrez que même si les choses évoluent, parce qu'aujourd'hui on apprend à vivre avec l'intelligence artificielle, en fait la question est de l'acceptabilité de la mauvaise réponse. Est-ce qu'on ne serait pas, nous, actuellement plus prêts à accepter un mauvais choix provenant d'un humain plutôt qu'une mauvaise réponse d'un robot, d'une machine artificielle qui pourrait nous mettre dans des situations, en tout cas des questionnements éthiques assez intéressants à explorer. Et puis il y a autre chose, et je vais vous en parler aujourd'hui parce qu'il faut crever l'abcès. J'arrive en tant que docteur en droit, avocat à la cour, et je vais vous parler forcément de juridique. Et dans le juridique, 100% des entrepreneurs avec lesquels je discute de l'intelligence artificielle, du règlement sur l'intelligence artificielle, me répondent encore une réglementation à la noix de nos amis européens, encore quelque chose, usine à gaz, impossible à mettre en place et qui vient bloquer l'innovation, encore quelque chose sur lequel on n'a pas de visibilité pour gérer notre risque, gérer nos responsabilités, on n'y voit rien et on va se faire encore damer le pion par les Américains, entre autres. Là-dessus, moi j'aimerais revenir, et je pense qu'un débat peut naître entre nous sur ce sujet de la complexité et sur la manière dont on peut justement, pour le coup, disrupter cette complexité légale pour revenir à des fondamentaux. Et tout l'objet de cette conférence est de vous aider à revenir à des choses un peu simples, rationnelles, pragmatiques, et vous montrer que finalement, cette complexité juridique d'apparence, parce que oui, je le concède, ce texte a été écrit avec les pieds, oui, je le concède, ce texte est extraordinairement complexe et difficile d'appréhension, y compris pour des juristes spécialisés. Mais quand on apprend à le dompter et à le connaître, et c'est notre métier, on peut en tirer des principes simples qui peuvent vous accompagner de manière plutôt utile dans le déploiement d'une solution d'intelligence artificielle en gardant les pieds sur terre. En gardant les pieds sur terre, parce que déjà, revenons à la définition d'une intelligence artificielle. Alors, je ne vais pas lire ce qui s'affiche à l'écran. Je pense qu'aujourd'hui, tout le monde perçoit quelle est la matérialité aujourd'hui d'une intelligence artificielle dans son déploiement technologique. Rappelons quand même que l'intelligence artificielle existe depuis les années 50, il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est l'explosion de ce qu'on appelle les LLM, Large Language Model, les ChatGPT et autres, qui se sont démocratisés et qui ont créé beaucoup de fantasmes, beaucoup de bruit médiatique. J'inscris ici quelques réflexions de bon sens de quelqu'un de bien plus compétent que moi pour philosopher sur l'intelligence artificielle, qui est Étienne Klein, et qui dit notamment qu'une requête sur un chat GPT va consommer l'équivalent de plusieurs centaines de fois l'énergie utilisée par un cerveau humain pour produire une pensée. Ça, c'est un autre aspect de l'intelligence artificielle qu'on doit tous avoir en tête pour ne pas faire ce rapprochement trop rapide entre innovation et progrès, d'avoir cette conception également liée à l'énergie, liée au climat et aux défis climatiques, et à voir l'intelligence artificielle pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un outil qu'il nous appartient d'appréhender, de dompter et de déployer là où il nous apporte quelque chose. Et quand on est dans les chaussettes, encore une fois, d'un entrepreneur, on doit avancer avec l'intelligence artificielle en se posant les bonnes questions. On doit avancer en se posant les bonnes questions au regard du cadre de l'Union européenne et justement par rapport à cette complexité qui est dénoncée. Là, je vous renvoie tous peut-être à votre statut d'entrepreneur, de citoyen, de simple étudiant, en vous disant on ne peut pas d'un côté râler à tort et à travers sur le transhumanisme aux États-Unis et les déviances d'une vision toute technologique de la société. On ne peut pas râler en même temps sur la notation sociale en Chine et dans d'autres pays asiatiques qui transforment leur société en une société orwellienne de type 1984 et refuser la réglementation, la régulation européenne qui tend à préserver les valeurs qui sont les nôtres, les valeurs liées aux droits de l'homme, les libertés publiques, dans un cadre certes très imparfait, mais sur lequel on peut
je pense, tous se retrouver en étant aussi un petit peu patients. Je vous rappelle que pour le RGPD, la réglementation sur la protection des données, la France a été la risée de toute la planète pendant des années où tout le monde nous expliquait que l'Europe n'avait rien compris au business, et notamment au business de la data. Depuis, on est copié partout, y compris aux États-Unis, sur cette nécessité impérieuse de protéger la vie privée des personnes dans le cadre de la manipulation des données. Je pense, j'espère, je caresse l'espoir qu'il adviendra de même pour la réglementation sur l'intelligence artificielle. Cette réglementation, elle doit également nous inviter à se dire on a fait déjà des gros travaux, des gros efforts en tant que chef d'entreprise sur la conformité, notamment à la protection des données, au RGPD. La bonne nouvelle, c'est que si vous avez fait ces efforts-là, ils vont pouvoir être capitalisés pour répondre aux exigences du texte et de l'AIA Act. Encore une fois, j'insiste là-dessus, il ne faut pas confondre cette pression réglementaire qui complique la vie de l'entrepreneur, qui l'étouffe même parfois, avec des réponses épidermiques tout à fait justifiées par manque de pédagogie, et ce besoin nécessaire de bien distinguer entre l'innovation que l'on doit réguler et le progrès, qui sont deux notions éminemment différentes. Alors, l'intelligence artificielle, lorsqu'on est chef d'entreprise, c'est un choix d'entreprise avant tout. Et pour revenir à des choses concrètes et simples, lorsque vous déployez un outil d'intelligence artificielle, c'est comme n'importe quel outil. Cet outil doit répondre à un besoin qui est identifié, qui a été réfléchi, qui a été pensé. Et ce besoin-là, ce besoin d'outil doit tout simplement soit vous permettre de gagner de l'argent, de gagner en productivité, soit vous permettre de faire des économies. Il doit également, lorsqu'il est déployé, assurer la protection de votre entreprise. Je pense notamment à toutes les questions de brèches de confidentialité. Un des intervenants tout à l'heure sur la grande scène évoquait la fuite incroyable de savoir-faire de nos entreprises, de nos administrations, qui, en interrogeant de manière non encadrée des chats GPT ou d'autres dispositifs d'IA sur des formules, on va dire, gratuites, ou quand c'est gratuit, rappelez-vous, c'est vous le produit, et donc où tous ces savoir-faire confidentiels des entreprises, des administrations partent à l'étranger, notamment outre-Atlantique, eh bien le chef d'entreprise doit lui aussi, lors du déploiement de cet outil, mais comme n'importe quel autre outil, au premier rang desquels figure Internet, se poser cette question, dire on peut fixer des règles, on peut challenger nos prestataires pour éviter de rentrer sur ces défiances. Donc première action, il y en aura 8 de mémoire, c'est d'abord d'identifier les besoins au regard des contraintes et des valeurs de l'organisation pour déployer un système d'intelligence artificielle. Alors, le cadre juridique, restons simples, je mets un point d'exclamation, j'ai déjà un petit peu effleuré le sujet. Je pense que c'est intéressant pour vous d'avoir quand même quelques notions et quelques règles. Déjà, l'AIA Act, donc le règlement sur l'intelligence artificielle, son adoption officielle date de 2024. Et on rentre sur une application qui est échelonnée. Là, aujourd'hui, on a une mise en œuvre qui est échelonnée, avec d'abord les règles dédiées aux intelligences artificielles dites interdites. Je reviendrai sur cette notion. Le 2 août 2026 entreront en vigueur toutes les règles liées aux intelligences artificielles à haut risque. Et en 2027, le règlement prendra son entière et pleine application sur l'ensemble des règles. Alors, si on veut synthétiser ce que comporte ce texte, plusieurs actions complémentaires. Après avoir identifié les valeurs de l'entreprise, les contraintes, le pourquoi du comment vous voulez utiliser un dispositif d'IA, le déployer ou en tout cas vous intéresser au sujet, eh bien, lorsque vous déployez un dispositif d'IA, il faut déjà vous former à l'intelligence artificielle et sensibiliser votre personnel. Ce sera le cas notamment pour les dispositifs utilisés en matière de ressources humaines. Il faut documenter également l'IA quand vous êtes déployeur ou fournisseur, dans certains cas, notamment les IA au risque, pour tout simplement aller challenger les biais dont je parlais, l'origine des données, les méthodologies d'apprentissage et toutes ces petites questions liées à la propriété intellectuelle. En sachant qu'on a laissé faire un hold-up mondial où on s'est tous retrouvés comme des lapins au milieu des phares quand on s'est aperçu que toutes les bases avaient été aspirées, tout Internet avait été scrappé, pillé par justement des acteurs et des grands acteurs américains. Et on s'aperçoit aujourd'hui avec beaucoup de retard que des procédures sont lancées parce qu'il y a eu violation des droits d'auteur et contrefaçon des droits d'auteur. Et des accords sont passés à grands coups de milliards.
mais a posteriori, c'est-à-dire maintenant que tous ces outils ont pu entraîner leur modèle sur toute cette base qui a été aspirée et prendre une avancée technologique considérable. Le quick and dirty, comme nous disent nos amis américains. Donc la propriété intellectuelle, en lien avec le Laïa Act, et la manière dont vous allez devoir appréhender et gérer les risques, devra faire partie, tout simplement, des éléments sur lesquels, soit vous, en tant qu'entrepreneur souhaitant déployer, fournir un système d'intelligence artificielle, soit vous, en tant que client, eh bien, vous devrez tout simplement challenger votre fournisseur, votre prestataire sur ces questions-là. Alors, toujours dans la réflexion de l'entrepreneur, identifier ses besoins, identifier au sein de l'écosystème quel peut être le prestataire et la solution qui répond à ce besoin. Et derrière, bien sûr, maîtriser son niveau d'exposition au risque, avec plusieurs risques. J'en ai déjà exposé certains. Le risque de confidentialité, j'en ai parlé. Le risque réglementaire avec les questions de responsabilité, puisqu'on le verra, le non-respect de l'AIA Act vous expose à des sanctions qui ont été définies par le texte. Des questions liées, bien entendu, également à la sécurité. Je vois ici parmi vous certains membres de l'écosystème de la cybersécurité. La cybersécurité est directement percutée par l'intelligence artificielle, j'ai envie de dire soit en attaque, soit en défense. C'est un vecteur colossal de facilitant les attaques informatiques. Et c'est également un outil qui est utilisé en défense et déployé dans les entreprises pour détecter les attaques informatiques et industrialiser la réponse. Toujours est-il que lorsque vous déployez un système d'intelligence artificielle, que ce soit d'ailleurs sur ces outils de cyber-résilience ou sur d'autres systèmes, la question de la sécurité de ce dispositif sera bien entendu à questionner et à contractualiser. Enfin, et ça c'est un autre élément très important en lien avec la formation que j'évoquais tout à l'heure, c'est bien entendu cette obligation générale de transparence, d'avoir cette transparence, d'expliquer lorsque vos clients interagissent avec un chatbot en intelligence artificielle, eh bien que votre client soit informé qu'il parle avec un robot et non pas avec un membre de votre personnel, et de travailler sur la sensibilisation des équipes sur ces sujets de gestion de l'intelligence artificielle, de ses règles, de ses risques et de ses contraintes. Ce texte, on le présente souvent sous forme de pyramide. Il est intéressant de voir, au-delà de cette gestion des risques, de cibler la catégorie d'intelligence artificielle dans laquelle vous vous trouvez, dans laquelle vous vous situez, et de définir au regard de ce statut de l'intelligence artificielle, eh bien, quelles sont tout simplement vos obligations en tant que fournisseur, lorsque donc, vous êtes à l'origine d'une solution d'intelligence artificielle, ou en tant que déployeur, lorsque vous êtes chef d'entreprise et vous utilisez ce type de solution. Alors, figure ici à l'écran différentes catégories, avec la première, celle qui est aujourd'hui réglementée avec des dispositions qui sont en vigueur, c'est les IA interdites, où le risque est inacceptable. Et là, on est sur le système des notations sociales, c'est l'exemple que l'on donne systématiquement, ou de manipulation, on parlait d'images subliminales, qui est effectivement visé par le texte. Ces systèmes aujourd'hui qui sont en capacité de manipuler le cerveau, manipulés par des biais cognitifs qui sont travaillés, designés d'ailleurs par des spécialistes, des chercheurs en sciences cognitives. Tout ça va rentrer dans certains cas, dès lors qu'on parle de manipulation du cerveau, notamment, ou de systèmes de notation sociale donc qui ferment, par exemple, aux citoyens chinois qui n'ont pas tel et tel comportement, certains accès, certains services publics. En Europe, c'est interdit. Ensuite, on va avoir des IA dites à haut risque. Donc, ce sont des IA qui vont avoir potentiellement une influence négative sur la sécurité ou les droits fondamentaux, avec des composantes spécifiques, notamment en sécurité, j'en parlais. Ces systèmes d'IA à haut risque vont avoir un régime d'obligation un peu plus élevé que les autres et vont justifier, là pour le coup, pas mal de documentation, des analyses d'impact, de documentation des méthodologies d'apprentissage, de documentation de lutte contre les biais et tout un tas d'éléments que l'on verra sur la phase de contractualisation entre l'utilisateur et le fournisseur.
Et puis ensuite, on va retrouver des IA toutes simples, des chatbots comme j'en parlais tout à l'heure, ou tout simplement des simples filtres anti-spam qui rentrent dans la catégorie des IA, ou des jeux vidéo qui rentrent également et qui vont être soumis là à un régime beaucoup plus souple de code de bonne conduite et d'obligations simples de transparence. Donc rien d'extraordinaire, à part deux sujets quand même, qui sont effectivement, bon, les IA interdites, je les mets à part, mais ces IA à haut risque qui impliquent effectivement un travail juridique et technique, technologique, d'audit, d'analyse d'impact dans le cadre de leur déploiement. Ici, on retrouve pas mal d'obligations que j'ai citées rapidement sur les IA à haut risque, par catégorie justement d'utilisateurs. On va retrouver donc les obligations du fournisseur. Donc le fournisseur, c'est celui qui va développer un système d'intelligence artificielle et qui va devoir, pour déployer son système d'intelligence artificielle et le commercialiser sur le territoire de l'Union européenne, obtenir le marquage CE de la communauté européenne, comme un marquage pour d'autres produits, notamment des produits alimentaires, et donc répondre à un certain nombre de cahiers des charges et d'obligations, dont celle de documenter par des analyses d'impact, par une documentation stricte sur les modes de fonctionnement de son système d'intelligence artificielle, les travaux sur justement l'exclusion des biais, le respect de la propriété intellectuelle et tous les autres éléments. Et quand vous regardez les obligations du déployeur, même du déployeur d'un système d'intelligence artificielle à haut risque, on voit que celles-ci sont, somme toute, assez raisonnables dès lors que l'on respecte quelques minima, notamment dans la contractualisation, et j'y reviendrai, sur la coopération, bien sûr, avec les autorités de contrôle, que ce soit la DGCCRF qui va piloter l'ensemble des autorités spécifiques, puisque la CPR dans le secteur financier va également contrôler les dispositifs d'IA dans ce secteur-là. La CNIL, bien sûr, va être aux premières loges lorsque l'IA va embarquer de la donnée à caractère personnel, et c'est la DGCCRF qui va piloter tout ça. Je passe sur d'autres subtilités du texte par rapport aux importateurs de dispositifs d'IA ou autres mandataires. L'idée, c'est de vous dire que finalement, à partir d'un texte, encore une fois, très mal écrit et très complexe, on peut s'y retrouver assez simplement, notamment par un outillage simple, qui est tout simplement le contrat. Je reviendrai sur le contrat, parce que ce contrat va vous permettre, au regard de cette distinction, IA haut risque, IA simple, ou modèle d'IA général, hein, ces fameux LLM, qui, lorsqu'ils présentent un risque systémique, et c'est le cas des ChatGPT et autres, donc qui touchent une grande masse de population, vont eux aussi avoir des règles particulières à respecter, notamment dans leur conception, dans le mode de fonctionnement et dans la supervision et la gouvernance qui devra être associée avec ces dispositifs. Alors, c'est pas trop le style de la maison de parler, d'avoir le langage anxiogène en vous agitant des sanctions à plusieurs dizaines de millions, mais c'est toujours bien pour un chef d'entreprise de savoir un petit peu où se situe le risque théorique. Hein, on parle ici de risque, encore une fois, théorique, surtout quand on est chef d'entreprise, qu'on est en création d'entreprise, quand on est à la tête d'une PME, on ne s'expose pas à un risque de dizaines de millions d'euros de sanctions administratives parce qu'on va avoir utilisé ou déployé une LLM dans l'entreprise. Ce n'est pas vrai, ce ne sera pas vrai demain. Néanmoins, il est important de voir que le texte prévoit des plafonds de responsabilité suivant les catégories d'IA et j'ai envie de dire, suivant les manquements qui seront constatés par rapport à ce texte, avec des sanctions qui peuvent aller, comme vous le voyez, jusqu'à 35 millions d'euros et 7% du chiffre d'affaires mondial. Là, pour le coup, et comme l'a fait d'ailleurs à l'époque la CNIL avec l'entrée en vigueur du RGPD, on est là pour se donner les moyens de fermer les portes à de l'IA non contrôlée, provenant de l'étranger, qui viendrait porter atteinte, tout simplement, aux principes fondamentaux défendus au sein de l'Union européenne, les droits de l'homme, les libertés publiques qui figurent au sein de la charte de l'Union européenne. Plus trivialement, mais j'ai envie de dire plus commercialement parlant, une sanction très importante qui peut toucher les fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle, c'est le retrait du marquage CE. Parce qu'encore une fois, sur les IA à haut risque, le marquage CE va conditionner votre possibilité de déployer, de mettre en place, de commercialiser votre système d'IA sur le territoire de l'Union européenne. Et donc, par une approche juridique, encore une fois pragmatique, qui couvre l'ensemble des exigences réglementaires liées à l'IA au risque, vous allez vous garantir, non pas un monopole, parce que vous aurez d'autres
d'autres concurrents qui feront la même démarche. Mais en tout cas, ce marquage CE viendra confirmer et valider le déploiement sur le territoire européen de votre dispositif et donc aura en soi une certaine valeur, la valeur de la conformité qui vous permet de générer du chiffre d'affaires. Alors et maintenant, l'idée c'est bien entendu de vous donner au travers d'actions un certain nombre de pistes à suivre et de pièges à éviter au travers, encore une fois, d'un outil simple qui est l'outil contractuel. Se poser les bonnes questions. Quel est votre besoin? L'IA, pourquoi faire? Est-ce que c'est juste pour faire comme le voisin et rentrer dans ce phénomène de mode qui aujourd'hui, suivant la courbe de Gauss, est en train de redescendre et on revient un peu de rationalité en parlant d'IA, et tant mieux. C'est-à-dire que là, maintenant, on peut avoir une vision un peu plus sérieuse du marché, de ce que peut apporter l'IA en termes de gains de productivité, quelles sont les différentes solutions qui existent. On voit aussi se dessiner des acteurs sérieux français, des acteurs sérieux européens, avec des vraies perspectives de concurrencer les modèles concurrents des États-Unis et bientôt et demain de l'Asie, pour justement répondre à ces besoins. Donc sélectionner le bon prestataire au regard des critères que j'évoquais, des critères de sécurité, des critères de fiabilité, de fonctionnalité, et puis bien sûr de souveraineté pour préserver votre savoir-faire, pour préserver notre savoir-faire collectif, préserver nos données, qu'il s'agisse de nos données de santé, nos données personnelles ou nos données financières des entreprises qui sont attaquées chaque jour dans le cadre d'actions de guerre économique. Bref, tous ces critères-là doivent être pris en compte dans une prise de décision de l'entrepreneur, dans le choix du dispositif d'intelligence artificielle. Et pour ça, il y a un outil qui est très simple, qui existe depuis la nuit des temps, c'est de formaliser un cahier des charges. Un cahier des charges qui sera votre expression de besoin, votre capacité à identifier, après les remontées des métiers, votre vision du marché et des besoins de votre entreprise, que ce soit en matière de classement de CV, que ce soit en matière d'optimisation de votre référencement sur Internet, que ce soit en matière de marketing direct, que ce soit en matière de cybersécurité, définir vos besoins, le formaliser dans un cahier des charges et travailler à un benchmark, une sélection en français de la concurrence, au sein de la concurrence des différents prestataires susceptibles de répondre à ce besoin. C'est une première étape qui est importante. Ça, c'est notre action 5. Ensuite, formaliser et négocier un contrat de déploiement d'un dispositif d'intelligence artificielle, avec deux cas bien connus, les contrats d'adhésion, c'est ces fameuses CGV que vous cochez, où vous cochez la case sans les lire, sauf quand il se passe un problème, ou alors des contrats que vous allez pouvoir négocier, suivant bien sûr votre poids dans la relation et bien entendu l'interlocuteur que vous aurez en face. Il ne s'agit pas d'essayer d'aller négocier avec le GAFAM, bien entendu, mais dans certains cas, des fournisseurs bien français d'intelligence artificielle, de systèmes d'intelligence artificielle, pourront négocier avec vous des contrats, ne serait-ce que pour intégrer votre cahier des charges et le rendre contractuel. Regardez ici les garanties contractuelles à mettre en place. Ces garanties, c'est tout simplement répondre aux exigences réglementaires que j'évoquais et y rajouter tout le volet des garanties contractuelles que l'on va retrouver classiquement dans les contrats informatiques. Des choses simples, encore une fois, la réversibilité, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si demain, vous décidez de changer d'opérateur de système d'intelligence artificielle? Est-ce que la sortie sera facile? Est-ce que ce sera compliqué? Est-ce que vous pouvez récupérer facilement vos données? Ou au contraire, est-ce que vous êtes pris dans une situation de dépendance technologique? J'insiste là-dessus parce que le risque de dépendance technologique avec l'intelligence artificielle est colossal et je pense sous-estimé aujourd'hui. Regardez les jeunes aujourd'hui qui utilisent ChatGPT pour remplacer leurs réflexions et malheureusement quelquefois entamer leur esprit critique. Je ne dis pas que tout est mal, hein, ce n'est pas mon propos, mais c'est un risque. C'est un risque de se placer en situation de dépendance et c'est un risque qui peut se retrouver en entreprise où on n'a pas évalué la possibilité que demain le robinet se ferme. Ça peut être pour des raisons climatiques, ça peut être pour des raisons tout simplement de dysfonction de la technologie ou de fermeture suite à une décision réglementaire drastique parce qu'on s'apercevra, comme ça a été le cas avec Prism et les révélations d'Edward Snowden, que toutes nos données sont pillées par nos amis américains notamment. Bref, du jour au lendemain, vous pouvez fermer
ce système d'intelligence artificielle. Et il est important de savoir quel est votre niveau de dépendance et quelle est votre capacité de résilience si demain, ce système ne fonctionne plus. Donc tout ça, eh bien, ça se prévoit dans un contrat. Et cette capacité de résilience se travaille notamment dans la manière dont vous allez documenter le plan de continuité et de reprise d'activité. Plan qui va être travaillé également sur les sujets de résilience cyber en cas par exemple d'attaque informatique. Alors, je vous ai mis toujours dans ces quelques astuces des petites pistes de réflexion quand vous regardez, vous négociez un contrat ou que vous formalisez un contrat, ou même quand on est du côté du fournisseur de solutions d'intelligence artificielle, des éléments à intégrer dans son propre dispositif contractuel, tout simplement pour répondre aux besoins du marché, anticiper les besoins du marché et permettre aux clients, aux entrepreneurs utilisateurs du système d'IA, eh bien, d'être sereins dans le déploiement et de permettre d'avoir une relation sur le long cours, une relation bénéfique pour tous. Et là, on va retrouver eh bien, tous les items que j'évoquais tout à l'heure, en intégrant notamment les mesures organisationnelles et techniques, ces mesures qui sont de toute façon essentielles pour répondre aux exigences du RGPD en lien avec la sécurité des traitements de données, des exigences en termes de garantie et d'indemnisation, et également de protection liées aux résultats, liées notamment à l'intelligence, à la propriété intellectuelle des résultats. On est passé en mode théâtre aujourd'hui, opéra, c'est parfait. On pourra y revenir si vous le voulez sur les questions, si vous avez des questions là-dessus. Je voulais vraiment vous donner ces quelques items pour ouvrir la porte à une réflexion générale sur ce qu'est un contrat et ce que doit comporter un contrat qui vient encadrer le déploiement d'un dispositif d'intelligence artificielle. Et maintenant, sur les différents points pour assurer ce pilotage juridique, la gouvernance, la relation contractuelle, dans le cadre de la gestion de vos contrats, le chef d'entreprise, dans le cadre de la gestion de ses contrats, va devoir identifier lorsque le contrat et le prestataire de service embarquent une solution d'intelligence artificielle, va devoir monitorer en fait ce dispositif par un système de gouvernance et de contrôle en continu, ce qui implique dans le cadre de la relation de mettre en place tout simplement des comités de suivi, des comités de pilotage, comme on le retrouve dans la plupart des projets informatiques, en travaillant sur les durées d'engagement, en travaillant sur, encore une fois, le risque de dépendance technologique, et d'accompagner son organisation dans le changement, c'est-à-dire dans le déploiement au quotidien de ce dispositif d'IA. Donc c'est là où on va, notamment, je parlais tout à l'heure du dispositif en matière de ressources humaines. Une décision très récente judiciaire, une jurisprudence, a notamment indiqué que le CSE avait pu, dans l'entreprise, stopper le déploiement d'un dispositif d'intelligence artificielle parce que le CSE n'avait pas été sollicité, consulté, avant le déploiement de ce dispositif. Rien de nouveau là-dedans, puisque là, pour le coup, l'intelligence artificielle n'est pas réglementée que par l'AIA Act. C'était là-dessus que je voulais terminer sur le tour d'horizon, sur ce tour d'horizon au niveau juridique et notamment contractuel. L'AIA Act va être bien entendu réglementé par le Code du travail, puisque des dispositifs d'IA vont être déployés en entreprise. Et c'est une nouvelle technologie qui va avoir des répercussions sur l'encadrement et la vie des salariés dans l'entreprise. Et donc, au même titre que les contrôles sur Internet, les dispositifs de vidéosurveillance ou d'autres dispositifs et nouvelles technologies déployées en entreprise, le CSE devra être normalement consulté. De la même manière, je parlais tout à l'heure sur la partie protection des données. Le dispositif d'intelligence artificielle sera passé au crible de la réglementation sur la protection des données et devra notamment donner lieu à des analyses d'impact qui sont formalisées au titre du RGPD. Tout ça devant donner lieu, dans le cadre de l'entreprise, à un renforcement de votre documentation. Sur le volet RH, c'est une mise à jour de votre charte informatique. La charte informatique qui régule en fait dans l'entreprise l'utilisation des différents dispositifs et outils de communication que l'employeur met à disposition des salariés. Et c'est là où on va retrouver notamment les sujets de respect des règles de confidentialité. Ça, c'est un premier point. Le délégué à la protection des données va documenter dans une analyse d'impact le dispositif d'intelligence artificielle lorsqu'il embarque des données à caractère personnel pour s'assurer qu'on est dans une bonne gestion du risque
liés à ces traitements, et bien entendu tous les sujets liés au droit de la propriété intellectuelle, sur la manière dont vous allez gérer les résultats d'une intelligence artificielle, le savoir-faire qui est lié notamment au prompt. Parfois, lorsque vous faites appel à un prestataire, celui-ci va vous aider à nourrir l'intelligence artificielle sur ce qu'on appelle du fine-tuning, c'est-à-dire une brique d'intelligence artificielle sur laquelle vous allez souscrire une licence et créer ensuite des développements spécifiques. Ces développements spécifiques vont s'imprégner de votre entreprise, de votre métier, pour pouvoir vous donner des solutions spécifiques à votre métier, à votre entreprise. Et là se posera bien sûr la question de savoir, est-ce que vous restez maître de cette brique-là, c'est-à-dire ce savoir-faire, la manière dont l'intelligence artificielle va avoir été paramétrée pour répondre aux questions spécifiques de vos métiers. Ces résultats-là sont potentiellement soumis à des règles de propriété intellectuelle, que l'on soit d'ailleurs sur le savoir-faire, sur du droit d'auteur ou d'autres sujets. Donc c'est bien un ensemble de textes et non pas simplement le règlement sur l'intelligence artificielle que l'on devra appréhender, nous juristes, hommes de l'art, pour accompagner en fait ce changement, accompagner la transition et le déploiement. Mais je terminerai juste là-dessus, avant de vous laisser la parole à d'éventuelles questions. En définitive, quand on regarde le quotidien d'un chef d'entreprise, déjà le risque zéro n'existe pas. Un chef d'entreprise, dès qu'il met un pied par terre en se levant le matin, il est dans le risque et dans la gestion du risque. Sur cette histoire de complexité, j'ai envie de dire, même en regardant ce texte qui, encore une fois, est très très mal écrit, mais ce n'est pas le seul, en définitive, est-ce que c'est plus complexe que lorsque ce même chef d'entreprise va faire appel à son DSI ou à une DSI externalisée pour créer des développements informatiques sur son site internet et gérer du langage informatique et du code informatique? Je ne suis pas convaincu que le droit soit plus complexe que ça. Et en tout état de cause, la complexité juridique n'est pas plus difficile à appréhender que la complexité des interactions sociales que le juridique est chargé d'encadrer et de réguler. Et donc j'ai envie de dire, chacun son métier. Ce qui est important, c'est que dans la sensibilisation, dans l'accompagnement, on reste tous, encore une fois, les pieds sur terre, qu'on reste sur une approche, une démarche pragmatique, en se posant les bonnes questions et en n'allant pas justement dans le fantasme ou dans des raccourcis qui seraient pris et qui feraient, comme on l'a vu beaucoup dans notre activité ces derniers mois, des grosses désillusions où des projets d'intelligence artificielle, de systèmes d'intelligence artificielle ont été lancés parce que effet de mode, parce que battage médiatique, parce que pression médiatique et parfois d'ailleurs aussi pression très forte des salariés qui veulent utiliser tout un tas de dispositifs. Et on a pris des raccourcis, on n'a pas fait de cahier des charges, on n'a pas regardé réellement ce que pouvaient nous apporter ces dispositifs, on n'a pas pris les mesures de sécurité adéquates et derrière, c'est là où on en paye les conséquences avec des brèches de confidentialité, des brèches de sécurité, une insatisfaction des salariés qui s'aperçoivent que potentiellement leurs données sont parties dans la nature, des deals qui capotent sur des rachats d'entreprises où on s'aperçoit, lorsqu'on fait quelques investigations, que les savoir-faire confidentiels qui faisaient la valeur de l'entreprise finalement étaient partis à droite et à gauche par du simple requêtage non pensé, non réfléchi, non encadré sur des dispositifs d'IA. Bref, j'ai dans ma banette plusieurs dizaines d'exemples pour montrer que si on ne suit pas ces règles simples, on peut effectivement rapidement aller dans le mur. Voilà, il nous reste à peu près 5 minutes. Écoutez, je suis à votre disposition. Si vous avez des questions, des observations, je serai ravi d'y répondre. Moi, j'ai une question. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Moi, je voudrais savoir si vous pouvez nous donner un exemple, un cas concret d'un entrepreneur qui, justement, n'a pas paré à cette éventualité de confidentialité, de deal qui capotait, pardon. Oui, alors j'ai deux exemples en tête. Un premier exemple qui effectivement touche à la propriété intellectuelle. C'est un vrai sujet où le chef d'entreprise a signé effectivement un deal et donc a souscrit une licence en passant par un distributeur pour déployer un système d'intelligence artificielle et en plus de ça, financer des développements spécifiques pour alimenter cette intelligence artificielle, encore une fois, avec les règles et usages de l'entreprise.
Un système de prompting a été mis en place. Donc les prompts, c'est des requêtes type pour accélérer les processus dans l'entreprise. Et tout ça a demandé beaucoup de travail à l'entreprise, a fait mobiliser beaucoup les équipes sur ces sujets-là. Et à aucun moment, on ne s'est posé la question de la propriété intellectuelle. Et des contrats, sous forme de conditions générales de service, ont été signés avec la petite phrase qui explique bien que le fournisseur qui a développé ne cède pas les droits, sauf accord spécifique, sur tout ce qui est développé, tout ce qui est mis en place. Je rappelle que quand vous payez des développements informatiques, quels qu'ils soient, qu'on soit dans l'intelligence artificielle ou autre, si vous ne formalisez pas par écrit une clause de cession de droits de propriété intellectuelle qui vise bien l'ensemble des créations, les droits visés, le territoire, la durée du territoire et la contrepartie, il n'y a pas de cession. Vous ne payez qu'un droit d'utilisation, vous n'êtes pas propriétaire. Ce qui veut dire que même si vous avez payé les heures de développement, mais le développeur, lui, reste propriétaire et peut demain aller voir votre concurrent et lui vendre exactement la même chose. Donc un vrai conflit est né de ça parce que ce savoir-faire, c'était une avancée extraordinaire dans un marché ultra concurrentiel. Et donc ça a permis en fait aux prestataires de capitaliser sur les investissements du chef d'entreprise et ça lui a permis d'aller revendre aux concurrents de ce chef d'entreprise ses développements spécifiques parce qu'il n'y avait pas eu de transfert de propriété intellectuelle. Donc ça, c'est vraiment un cas qui est assez terrible et qui malheureusement est très fréquent et ne touche pas que l'intelligence artificielle. L'autre cas que j'ai abordé là très rapidement, c'est effectivement dans le cadre de levée de fonds, un thème d'actualité ici, mais aussi dans le cas de fusion-acquisition, de croissance externe, sur des domaines technologiques. J'ai le cas ici, il se trouve qu'ici, d'ailleurs, figure un partenaire avec qui j'ai eu l'occasion de travailler sur des sujets en matière de cybersécurité, où on a été amené à investiguer pour voir si des secrets d'entreprise n'avaient pas fuité suite à une attaque informatique. Et ben, c'est un petit peu le même raisonnement en matière d'intelligence artificielle. Ça a été évoqué à plusieurs reprises et sur d'autres conférences. Requêter et discuter avec un chat GPT en version gratuite, où c'est vous le produit, va alimenter, va permettre à ChatGPT ou d'autres dispositifs d'IA de se nourrir du savoir-faire qui va être analysé, décortiqué, détaillé chez ses fournisseurs et qui demain pourrait ressortir, y compris avec des données à caractère personnel, chez un concurrent qui va faire le même style de requête. Et donc générer en soi une fuite d'un savoir-faire qui peut être confidentiel et qui aujourd'hui, j'insiste là-dessus, fait partie des valeurs fondamentales des entreprises. C'est-à-dire qu'on a un glissement, je vais caricaturer, mais je pense que ça parlera à tout le monde et c'est vraiment important que chacun le retienne ici. Là où avant, on pouvait valoriser dans une entreprise le code informatique, le logiciel, aujourd'hui, grâce à l'IA, le code se fait comme ça. En revanche, le savoir-faire, tout ce que nous, on travaille depuis des années sur les réseaux de franchise ou autres, le savoir-faire, c'est le concept qui fait fonctionner l'intelligence artificielle. Le savoir-faire, c'est ce qui est à la base de l'algorithme. Le savoir-faire, c'est ce qui fait fonctionner une entreprise, c'est là où on va retrouver l'homme clé, c'est tout ce qui fait la réussite d'une entreprise. Et l'intelligence artificielle, la pression de l'intelligence artificielle nous amène tous à nous repositionner sur le savoir-faire d'un point de vue propriété intellectuelle pour lui redonner toute son ampleur, toute sa valeur et toutes les exigences juridiques d'encadrement du savoir-faire par sa documentation, par sa protection et sa contractualisation. Et dans cette affaire, pour terminer sur votre question, je vous en remercie, on a identifié dans une investigation poussée, puisqu'il y avait des discussions financières assez poussées, que des savoir-faire stratégiques avaient fuité au travers de l'utilisation d'un système d'intelligence artificielle. Alors ça n'a pas fait capoter le deal, mais je peux vous assurer qu'en termes de levier de négociation pour l'acheteur, ça a joué un rôle tout à fait fondamental, au même titre d'ailleurs qu'une non-conformité au règlement sur la protection des données. C'est un ensemble. Mais voilà, je trouvais que ça a été intéressant en tout cas de clôturer sur le lien entre l'intelligence artificielle et le savoir-faire, parce que ces deux notions sont vraiment intrinsèquement liées et très intéressantes et importantes à travailler d'un point de vue juridique.